Eh bien oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis merci pour pour votre présence, pardon. Je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Carl Pinault, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne. Et en parallèle de ça, je donne pas mal de cours, dont notamment effectivement ici à Poitiers à Sciences Po. Des cours qui portent principalement sur les sujets du numérique, ce dont on va parler ce soir. Et puis, je suis également responsable d'une association qui est nommée les designers éthiques et qui s'intéresse précisément à cette question de la responsabilité numérique pour qu'on puisse proposer des services qui soient responsables et durables. Et donc aujourd'hui, eh bien précisément, je viens vous parler de données personnelles et de respect de la vie privée dans l'espace numérique, et ça notamment en lien avec les médias sociaux dont on va parler. Et puis on va également parler évidemment de données personnelles. Alors, euh, déjà, on va pouvoir se demander un petit peu pourquoi est-ce que on vient parler de ce sujet-là. Eh bien, en fait, ça n'aura échappé à aucun d'entre vous. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a de plus en plus de temps qui est consacré aux outils numériques qui nous environnent. Alors, des outils numériques, ça peut être bien évidemment votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone. Mais aujourd'hui, ça va être également des montres connectées, des enceintes connectées, bientôt des frigos connectés, des voitures connectées, et puis même dans le futur, des toilettes connectées. Oui, les toilettes connectées, ça existe. Les voici, si je peux reprendre la main. Ouais, c'est bon. Les voici. Donc, voici les toilettes connectées que peut-être que demain vous aurez dans votre salle de bain. Alors ici, en fait, il convient de s'interroger sur le mot que j'ai employé, connecté. Qu'est-ce que ça veut dire un appareil connecté en fait? Ben, en fait, connecté, ça sous-entend évidemment connecté à Internet. Mais ça n'est pas que connecté à Internet, puisque en fait, dans cet appareil, dans ce produit, ici en l'occurrence ces toilettes, se trouve ce qu'on pourrait appeler un ordinateur de bord, qui va échanger avec d'autres ordinateurs qui sont connectés à Internet. Et donc ici, nos toilettes, par exemple, quand elles sont connectées, eh bien, elles vont échanger avec d'autres appareils de la maison. C'est ce qu'on appelle la domotique. Et alors, je crois qu'on a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Hop. Ouais, super, merci. C'est ce qu'on appelle la domotique. La domotique, c'est un terme qui vient du latin domos, donc la maison, et puis de l'aphérestique pour informatique. Et donc la domotique, c'est la maison qui est numérique, la maison qui est connectée à Internet. Donc, par exemple, ces toilettes connectées là que l'on voit, eh bien, en fait, elles échangent des données avec le reste de la maison pour savoir précisément quand est-ce que vous allez avoir besoin d'utiliser ces toilettes, quand est-ce que vous allez aller aux toilettes, en faisant par exemple des calculs de récurrence. Lorsque vous y allez, par exemple, vous y allez tous les soirs à 22h45, ou alors lorsque les toilettes vont interagir avec d'autres éléments qui peuvent être également connectés dans votre maison, par exemple la porte de votre chambre qui va s'ouvrir quand vous allez aller aux toilettes un petit peu avant 22h45 et qui va donc communiquer cette information à vos toilettes. Et qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, c'est ce qui est proposé par ce produit-là, c'est que les toilettes commencent à chauffer leur cuvette pour que lorsque vous arriviez, elles soient chaudes. Et là, a priori, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on parle de toilettes connectées qui chauffent leur cuvette ce soir. Mais ce n'est pas un exemple en réalité qui est pris par hasard. C'est un exemple qui, en fait, a trait à l'intime. Et c'est bien de ça dont on va parler ce soir. Parce que, en fait, ce qui change ces toilettes avec la porte de votre chambre au moment où elles vont communiquer, c'est ce qu'on appelle des données. Ce qui pose une question, qu'est-ce qu'une donnée? Alors, on pourrait discuter pendant pas mal de temps de ce que c'est précisément que ces données, hein. Il y a des définitions extrêmement complexes qui existent à propos de ça, mais pour faire relativement simple, eh ben, en fait, on peut dire que c'est une information. Et donc, par exemple, le fait de savoir que vous êtes né au hasard le 25 juillet 2003, c'est une information que l'on va transformer en données et que l'on va stocker dans une base de données. Et le fait de savoir que vous allez aux toilettes le soir à 22h45, c'est une information que l'on va également stocker, que l'on va transformer en données et que l'on va stocker dans une base de données. Alors, on peut tout de même distinguer en fait deux types d'informations, deux types de données. D'un côté, ce qu'on va dire les données classiques, et puis de l'autre côté, les données personnelles. Ce qui pose là encore une question, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Eh bien, en fait, c'est une donnée que l'on peut rattacher uniquement à vous-même, qui ne parle que de vous-même. Par exemple, votre adresse mail. Votre adresse mail, si
si on envoie un message à votre adresse mail, eh bien, a priori, il n'y a que vous qui la recevez et de la même qui recevez ce message. Et de la même manière, on peut être quasiment sûr que si on utilise cette adresse comme identifiant pour vous identifier, eh bien, c'est explicitement vous et pas une autre personne que ça va décrire. De la même manière, on aurait pu prendre une autre donnée personnelle avec l'exemple de votre numéro de sécurité sociale. Votre numéro de sécurité sociale, c'est précisément un numéro qui vous identifie, vous, personnellement, individuellement, et personne d'autre en France, voire même sur la planète. Donc en fait, ces données personnelles, ce sont des choses qui vous identifient, des informations qui vous identifient personnellement, mais ça va être également des ensembles d'informations qui ne sont pas personnelles, mais qui regroupées ensemble vont pouvoir de vous identifier, vont permettre de vous identifier personnellement. Par exemple, si on prend votre date de naissance, ce n'est pas une donnée personnelle en tant que telle, parce qu'en réalité, il y a des dizaines, des milliers de personnes qui naissent chaque jour en France, voire dans le monde. Par contre, si on prend votre date de naissance, qu'on la croise à une ville de naissance et qu'on la croise à un nom de famille, eh bien, cette fois-ci, ça, quasi à coup sûr, désigne une seule personne, vous. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, bien qu'ayant trait à l'intime, eh bien, les toilettes dont on a parlé ici et qui vont échanger des données, eh bien, en réalité, elles n'échangent pas des données personnelles, hein. A priori, les données que vont échanger ces toilettes, ce ne sont pas des données personnelles. Ça a un impact, on va en reparler, parce que ça a pour conséquence le fait que ça va être moins restrictif en termes de protection des données personnelles. Il n'y a pas les mêmes protections. Alors voilà, on a posé le contexte, je regarde un petit peu l'heure qui défile. On a posé le contexte, qu'est-ce qu'une donnée? Maintenant vient la fameuse question, en fait, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la protection des données personnelles? Alors, je pourrais vous faire des grands discours sur le sens de la protection des données personnelles, sur le respect de la vie privée, des libertés, mais je crains que parmi vous, certains soient peut-être adeptes de la fameuse phrase moi, j'ai rien à cacher. Et donc, je vous propose plutôt, au lieu de vous faire ces grands discours, qu'on imagine ensemble une situation de vie qui pourrait être tout à fait probable. Donc, dans cette situation, bah, vous avez un smartphone. Jusque-là, c'est assez probable puisque je crois à peu près 90% des personnes de la génération des 16-21 ans ont un smartphone. Sur ce smartphone, vous avez installé Instagram, là encore, comme 90% des personnes qui ont entre 16 et 21 ans. Et il est tout à fait possible également que vous utilisiez ce smartphone quand vous allez précisément aux toilettes, puisque selon un sondage qui avait été fait il y a quelques années, 75% de nos concitoyens utilisent leur smartphone quand ils sont aux toilettes. Jusque-là, la probabilité est assez élevée que parmi vous, plusieurs soient dans cette situation. Par ailleurs, imaginons qu'un ami vous ait conseillé d'utiliser une application externe au store de Android pour regarder des matchs de foot sur une chaîne privée mais que vous piratez, ou alors que vous utilisiez un site pirate, là encore, qui va permettre d'accéder à une chaîne de foot payante habituellement. Oui, dans cet exemple, vous êtes fan de foot, et donc vous pouvez regarder cette chaîne de foot. Malheureusement pour vous, cette appli, ce site web ne se contente pas de pirater la chaîne de foot, il s'attaque également à votre téléphone et prend la main sur votre caméra et sur votre micro, ce qui est tout à fait possible puisque ça fait partie des fonctionnalités qui sont ouvertes précisément aux applications. Et donc ça lui permet d'enregistrer un petit peu vos faits et gestes. Plus improbable, donc là on quitte le domaine du très probable même, plus improbable, vous avez décidé, ou vos parents ont décidé, ça dépend si vous habitez encore chez eux, de faire installer les nouvelles toilettes connectées de Xiaomi qu'on voit ici, parce qu'en fait c'est marrant, c'est confortable, c'est finalement pas si cher que ça. Et puis là, bah, évidemment, vous me voyez venir, quoi. Notre pirate, si tant est qu'il est un petit peu malin et qu'il a accès à votre téléphone, et ben en fait, il va avoir tout fait d'implémenter dans son logiciel une détection de ces toilettes, puisque en fait, ces toilettes émettent sur le réseau domestique. Il va être capable de savoir quand elles émettent, ce qui va se passer si vous allez précisément vous diriger vers ces toilettes. Et en fait, il va pouvoir déclencher, on va dire automatiquement, l'enregistrement d'une vidéo sonore au moment où ces toilettes se mettent en activité, c'est-à-dire au moment où quelqu'un se rend aux toilettes. Et c'est là que, évidemment, bah, les choses moins marrantes commencent, puisque bah, avec cette jolie vidéo de vous aux toilettes, notre pirate peut tout simplement, bah, au choix soit vous faire chanter et vous, vous demander une rançon en échange tout simplement de la non-publication de cette vidéo,
soit par pur sadisme, eh bien, tout simplement aller publier cette vidéo sur votre compte Instagram, si tant est qu'il est la main sur votre téléphone. Et donc, évidemment, tout de suite, la fameuse phrase «Je n'ai rien à cacher» devient un petit peu moins vraie. Alors là, vous vous dites sûrement, en fait, quelle probabilité que ça m'arrive? Est-ce que c'est vraiment techniquement possible? Et pour être tout à fait honnête, il est vrai que la probabilité que cette histoire très précise vous arrive n'est quand même pas très élevée, déjà parce que les toilettes connectées ne sont pas forcément monnaie courante dans nos pays. Mais en fait, en réalité, il y a plein d'affaires qui ont montré ces dernières années que des situations similaires ou quasi similaires sont très loin d'être une exception et très loin d'être rares. Et donc, pour vous en montrer un exemple, on va continuer de parler de ce qu'on aimerait garder caché. Alors, vous le savez, en fait, le web, c'est un formidable espace de rencontre et c'est notamment un formidable espace de rencontres amoureuses et de rencontres de relations sexuelles. Tinder connaît un succès absolument grandissant, fou, mais certains sites de rencontres connaissent aussi un très grand succès et certains se sont spécialisés dans des domaines particuliers, comme ce site-là dont je vous montre la photo qui s'appelle Ashley Madison et qui propose tout simplement d'explorer des relations extra-conjugales. Et alors, ce site connaît un grand succès puisqu'il est fréquenté par environ 120, enfin, on note environ 120 millions de connexions par mois, et on estime qu'il y a à peu près 40 millions de personnes qui sont inscrites sur ce site, principalement en Amérique du Nord. Et donc, si on fait un calcul un peu bête, sachant qu'en Amérique du Nord, il y a un petit peu moins de 400 millions d'habitants, si on en a 35, 40 millions qui sont inscrits, ça nous fait quasiment 10% de la population nord-américaine qui est inscrite sur ce site. C'est absolument pas marginal. Mais voilà, en 2015, petit problème pour Ashley Madison, le site se fait pirater et les pirates publient sur le web une liste de 33 millions d'utilisateurs inscrits avec le plus souvent leur identité réelle. Et donc là encore, il va sans dire que pour ces 33 millions de personnes, en grande partie des hommes, puisque la majeure partie des inscrits sur ce site, ce sont des hommes, ne se sont pas vraiment sentis dans la position du je n'ai rien à cacher. Conséquence logique du piratage, en fait, ces personnes ont été harcelées par des dizaines de pirates ou d'opportunistes qui leur réclamaient des rançons en échange du silence vis-à-vis des familles, des conjoints, des conjointes de ces personnes qui étaient inscrites sur ce site. Et donc là, ça pose des conséquences qui sont particulièrement concrètes. Par exemple, pour les à peu près 1000 personnes qui étaient inscrites sur Ashley Madison et qui avaient utilisé comme email une adresse qui se finissait avec l'extension .sa. .sa, c'est pour Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, par exemple, l'adultère, les relations extra-conjugales sont punies de coups de fouet. Donc évidemment, le fait que votre identité soit dévoilée comme ça sur Internet, ça a des conséquences qui sont tout à fait concrètes et tout à fait réelles. Et puis plus globalement, ça a eu des conséquences tout à fait concrètes, même en Amérique du Nord, puisqu'on a quand même dénombré 3 suicides de personnes liées à cette histoire, sans compter évidemment tous les divorces qui ont eu lieu à la suite de ça et qui sont difficilement mesurables. J'ai choisi cet exemple de Ashley Madison parce qu'en fait, c'est un exemple qui a énormément fait parler de lui en 2015 sur cette question de la protection de la vie privée et de la divulgation des données personnelles. Mais j'aurais pu choisir en fait des tonnes d'autres exemples. J'aurais pu notamment vous parler des personnes qui vont se dénuder en ligne, notamment des adolescents ou des adolescentes, et qui maîtrisent très peu la diffusion de ces images une fois mises en ligne. Et donc, évidemment, là, il y a un caractère intime qui est extrêmement prégnant et qui fait que on a du mal à considérer que ces données puissent se retrouver en ligne. Néanmoins, là encore, si vous n'êtes pas du tout sensible à cette question des données personnelles, vous pouvez tout à fait vous dire, oui, mais bon, ces personnes sont un petit peu bêtes, il ne fallait pas venir s'exposer sur ce type de site, ou en tout cas, il faut en accepter les conséquences, et il ne fallait pas avoir ce type de comportement. Ok, c'est un argument entendable. Alors, je vous propose de passer à une dernière affaire dont vous avez là aussi probablement entendu parler,
Peut-être que vous n'aviez d'ailleurs pas entendu parler de Ashley Madison, mais je pense que vous aurez entendu parler de l'autre affaire dont je voulais vous parler, qui s'appelle tout simplement l'affaire Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'était une société britannique qui a déposé le bilan, mais dont les fondateurs ont remonté une société exactement similaire juste après. Une société britannique spécialisée dans le traitement des données personnelles et qui, en fait, en 2018, a été au cœur d'un scandale lié à Facebook. C'est pour ça que Facebook est derrière cette image. Scandale qui était lié à la récupération par Cambridge Analytica des données personnelles de à peu près 80 millions de citoyens américains, notamment dans le cadre de la campagne de Donald Trump en 2016, et qui avait, enfin, un principe qui avait été réitéré, c'est-à-dire le fait de collecter énormément de données personnelles pour orienter une opinion publique, principe qui avait été réitéré lors de la campagne du Brexit, pro-Brexit, en 2017. Alors, si on essaye de détailler un petit peu ce qui s'est passé, ça devient assez intéressant justement sur cette question de la protection des données personnelles. Donc là, on rentre vraiment précisément dans cette question des médias sociaux, puisque en fait, en 2016, ce qui s'est passé, c'est que Cambridge Analytica n'est pas du tout allé récupérer les données en les achetant par exemple à Facebook. Ce qui s'est passé, c'est que Cambridge Analytica est allé sur des plateformes de travail numérique, ce qu'on appelle des plateformes de digital labor. On pourrait faire toute une conférence à côté, tellement ce sujet est intéressant. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'y consacrer. En tout cas, ce sont des plateformes sur lesquelles des personnes réalisent de petites actions rémunérées qui peuvent être tout simplement le clic sur une image ou la complétion d'un formulaire ou ce genre de choses. Et donc, en l'occurrence, Cambridge Analytica leur a demandé, contre rémunération, petite rémunération de 4, 5, 6 dollars, de remplir un questionnaire sur leur profil psychologique. Vous savez, les fameux questionnaires qui vous disent vous êtes plutôt introverti, plutôt extraverti, etc. etc. Mais pour remplir ce questionnaire, eh bien, il fallait se connecter impérativement à son compte Facebook. Et à partir de là, Cambridge Analytica a aspiré tout simplement les données de ces personnes depuis Facebook, mais également les données de tous les amis, de tous les contacts de ces personnes depuis Facebook. Et donc, sur cette plateforme de Digital Labor, n'ont réellement contribué à ce formulaire, n'ont participé à ce sondage que à peu près 270 000 personnes, ce qui est certes beaucoup, mais ce qui est très peu par rapport aux 80 millions de citoyens américains qui ont vu leurs données aspirées. Et donc, en fait, c'est à travers les règles extrêmement permissives de gestion des données personnelles de Facebook que Cambridge Analytica a pu récupérer les données personnelles de ses utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire récupérer les données personnelles des utilisateurs sur Facebook? Eh bien, en fait, si on regarde un petit peu la com marketing de Cambridge Analytica, on se rend compte que Cambridge Analytica se targuait, se vantait de posséder ce qu'ils appellent donc des data points, je vais y revenir, environ 5000 data points sur environ 220 millions de citoyens américains. Un data point, c'est en gros une information en base de données. Par exemple, votre date de naissance, par exemple, votre dernier post Instagram, par exemple, votre orientation sexuelle. Ce qui veut dire que si, pour un citoyen, on possède 5000 informations typées de ce type-là, en réalité, Cambridge Analytica connaît mieux cette personne que cette personne ne se connaît elle-même ou presque, puisque je ne suis pas sûr qu'on serait toutes et tous capables de citer 5000 caractéristiques qui nous sont propres comme ça d'emblée, et même peut-être en y réfléchissant un peu. Alors ensuite, la question c'est qu'a fait Cambridge Analytica? Eh bien en fait, en utilisant des algorithmes de ciblage et en se basant en fait sur les cartes électorales des élections américaines de la campagne de 2016, et puis en se basant également sur les contenus qui étaient appréciés, qui étaient produits par les utilisateurs sur les médias sociaux et notamment sur Facebook, eh bien en fait, Cambridge Analytica a déduit tout simplement les sujets et les thématiques politiques et sociétales qui intéressaient les citoyens américains. Et en fait, ils ont créé des groupes de citoyens par centre d'intérêt, mais des groupes extrêmement fins, où on venait cibler peut-être quelques dizaines, quelques centaines de personnes à la fois, donc quelque chose qui était vraiment très poussé en termes de recommandations, quasiment du sur-mesure pour chaque internaute en fait. Et puis, dans le cadre de la campagne de Donald Trump, l'entreprise
évidemment payé par les campagnes républicaines, enfin les campagnes du Parti républicain, l'entreprise, en fait, a payé des espaces publicitaires sur Facebook pour cibler sociodémographiquement, très précisément, chaque personne, chaque groupe de personnes, et venir leur diffuser des contenus qui étaient susceptibles, très susceptibles, de les intéresser politiquement et d'orienter leurs opinions politiques. Et c'est pourquoi on pense que Cambridge Analytica et indirectement Facebook, parce que Facebook savait et a laissé faire, parce que ça leur apportait beaucoup d'argent, a influencé le déroulement de la campagne américaine en 2016. Quand je dis que ça a rapporté beaucoup d'argent à Facebook, en fait, Cambridge Analytica a reçu des millions, voire des dizaines de millions de dollars de la part des campagnes des candidats à l'élection pour le Parti républicain, dès avant même la nomination de Trump. Ted Cruz, un ancien candidat à la campagne, peut-être que vous avez entendu parler, Ted Cruz a dépensé des millions de dollars dans Cambridge Analytica pour pouvoir comprendre les dynamiques de vote dans certains États et influencer le vote de certains États à travers Cambridge Analytica et Facebook. Et donc ici, en fait, on voit bien, comment les informations, les données mises en ligne par des internautes peuvent être utilisées sans leur consentement, sans même qu'ils en aient absolument conscience, puisque la majeure partie, l'écrasante majorité des personnes qui se sont fait influencer n'avaient jamais en réalité donné leur consentement ou même fait quoi que ce soit qui puisse permettre de les orienter. Et donc, c'était même à un point où en fait, ça venait challenger le fonctionnement d'une démocratie, de la démocratie américaine. Ce qui pose une question qui est relativement simple, en fait, comment se protéger de ce genre de situation? Comment protéger ses données personnelles? Euh, donc, je disais, comment est-ce qu'on peut protéger ces données personnelles? Et donc, en fait, quand on dit protéger ses données personnelles, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend, d'un côté, protéger sa vie privée, et de l'autre côté, protéger sa liberté individuelle sur l'espace numérique. Et ça, c'est deux choses qui sont assez différentes et c'est pour ça qu'on va les détailler de manière distincte. Sa vie privée, c'est ce qu'on vient en fait d'évoquer. Protéger sa vie privée, c'est par exemple faire en sorte que ces toilettes connectées n'aillent pas à raconter notre vie sur nos réseaux sociaux. C'est faire en sorte que Ashley Madison ne soit pas piratée et ne révèle pas qu'on y soit inscrit ou pas. Protéger sa vie privée, en fait, si on voulait en donner une définition relativement simple et claire que je suis allé tirer sur Wikipédia parce qu'elle était pas mal, c'est en fait s'isoler afin de protéger son bien-être. Donc c'est en fait la capacité tout simplement à choisir les aspects de notre personnalité et de notre vie que l'on souhaite exposer ou non sur l'espace numérique au regard des autres. Et donc ici, en fait, le numérique, il vient challenger cette question de la vie privée, au sens où il nous pousse à dévoiler de plus en plus d'informations. Partager nos photos de vacances, valoriser les moments qui sont socialement, enfin les moments de sociabilité, partager nos goûts, partager nos préférences, en dire plus sur nous. Donc, ce qui peut se retourner de fait contre nous, comme on l'a vu, lorsque soudain, en fait, on se rend compte que l'information, elle devient accessible à des personnes que l'on aurait souhaité voir éloignées de cette information. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très concret, hein, sans aller jusqu'à des exemples assez dramatiques comme Ashley Madison ou comme ce que je pouvais vous dire sur les toilettes connectées. Le simple fait que vos parents soient informés de votre vie sentimentale ou que votre employeur soit informé de vos opinions politiques ou de vos opinions religieuses, ça pose des vraies questions sur la notion de la vie privée. Et donc, en fait, protéger sa vie privée, c'est mesurer précisément ce que l'on partage sur cet espace numérique. Vous connaissez probablement le proverbe qui dit tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler, pour ne pas dire de bêtises. Eh bien, en fait, on pourrait ici transformer ce proverbe dans l'espace numérique. Tourne 7 fois ton index autour de ton bouton share avant de cliquer, hein, pour ne pas partager ce que finalement tu ne souhaiterais pas partager. Et donc, en fait, ici, ce dont on parle, c'est bien une question d'hygiène numérique. On parle du fait de se contraindre soi-même à penser plus sérieusement ce à quoi on partage avant de le partager. Je sais que c'est un sujet important, je sais que la question des données personnelles sont un sujet important, donc j'y prête attention avant de faire quelque chose sur les médias sociaux.
Maintenant, concernant le deuxième volet, je regarde quelle heure il est 30, bon, c'est bon, je serai dans les temps. Concernant le deuxième volet, les choses sont un peu plus délicates. Parce que, en fait, ce deuxième volet, c'est la question du respect de la vie privée pardon, le respect des libertés individuelles sur l'espace numérique. Et donc, ici, il ne s'agit pas de garder un voile sur notre vie privée, mais d'assurer une liberté individuelle dans les choix qu'on fait sur l'espace numérique, un système technique ou en lien avec ce système technique ou cet espace numérique. Et donc concrètement, peut-on considérer par exemple que votre jugement politique a été orienté si une entreprise comme Cambridge Analytica a diffusé chaque jour sur votre profil, et uniquement le vôtre, des messages politiques orientés dans le sens qui lui convenait et qui exploitait vos goûts ou vos sensibilités? Eh bien, en France, depuis 40 ans, la réponse très clairement à cette question, c'est oui, vous avez été orienté et non, vous n'avez pas eu une liberté complète d'action. Vous n'êtes pas totalement libre de vos actions si le système technique en sait trop sur vous. Pour comprendre en fait pourquoi on apporte cette réponse en France, il faut remonter à 1978, une année où vous n'étiez pas né et moi non plus, année durant laquelle en fait le gouvernement français dépose un projet de loi qui s'appelle le projet Safari et qui vise en fait à créer une base centralisée des différents fichiers de l'État sur les citoyens. Donc en fait une fusion des fichiers sur la sécurité sociale, sur les impôts, etc., etc. Et ça a suscité tout simplement une levée de bouclier générale dans l'opinion publique et dans les médias. Et notamment, le journal Le Monde a fait une une qui est restée assez célèbre, où il titrait Le projet Safari, la chasse aux Français. Et donc, la contestation est tellement forte vis-à-vis de ce projet que le gouvernement fait marche arrière. Et non seulement il fait marche arrière, mais en plus, on va créer une loi pour protéger les libertés des citoyens français sur l'espace numérique, une loi qui s'appelle donc la loi informatique et liberté, la LIL, et on va également créer une commission indépendante pour garantir le respect de cette loi, et c'est la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, que vous connaissez fort probablement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans la doctrine française, il y a un lien clair de causalité entre, d'un côté, la détention d'une information personnelle sur un individu et de l'autre côté, la restriction de liberté individuelle de ces libertés personnelles. En réalité, il faudrait qu'on inverse les choses. Enfin, on peut inverser les choses pour comprendre la démarche de la CNIL. Parce que le constat de la CNIL en 1978, c'est que la seule mesure de la liberté qui est possible dans l'espace numérique, c'est précisément la mesure de la quantité d'informations, de la quantité de données qui sont détenues sur un individu. Et c'est une doctrine qu'en fait on peut facilement appliquer au cas qu'on a détaillé un petit peu plus tôt, hein. Si un pirate, ah oui, désolé, j'avais un super truc à vous montrer sur la CNIL. Si un pirate en fait accède ou vous fait chanter sur le fait que vous soyez inscrit sur Madison, bah, le fait qu'il possède des données sur vous, c'est-à-dire le fait qu'il sache que vous étiez inscrit sur ce site web, évidemment, ça restreint votre liberté à refuser son chantage. Alors, le problème, en fait, avec la loi informatique et liberté et la CNIL, c'est qu'elle a été précisément créée en 1978. C'est sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que c'est sa force au sens où c'est la première loi au monde quasiment qui existe sur ces questions-là. Et donc, de fait, la France, pendant très longtemps, a quand même eu un régime de protection des libertés individuelles sur l'espace numérique qui a été plus fort que dans beaucoup d'autres pays. Néanmoins, ça a été également, d'une certaine manière, sa faiblesse puisque en réalité, à l'époque où la LIL a été adoptée, eh bien, le web n'existait pas, les ordinateurs personnels étaient à leur tout début et extrêmement peu de foyers français en avaient, les smartphones n'existaient évidemment absolument pas, et Mark Zuckerberg n'est né que 6 ans après. Donc c'est pour vous dire que c'était quand même à une époque très préhistorique du numérique. Autrement dit, en fait, cette loi, elle a été conçue pour protéger les citoyens vis-à-vis, non pas d'entreprises privées, mais de l'État français. Et en fait, avec l'explosion du web et de l'économie de l'attention, c'est-à-dire une économie dans laquelle votre attention et vos données ont de la valeur, eh bien, en fait, cette loi s'est retrouvée bien chahutée,
tant par le fait que les données n'étaient pas stockées par des entreprises en France et que donc la loi française ne s'y appliquait pas, et que en fait, tout simplement, les sanctions qui étaient applicables par la CNIL s'élevaient au maximum à quelques dizaines de milliers d'euros, ce qui, évidemment, quand vous avez le chiffre d'affaires de Facebook, c'est-à-dire 55 milliards d'euros par an, ne vous fait pas forcément trembler de peur. Qui plus est, en fait, auparavant, la CNIL avait un regard a priori, c'est-à-dire qu'elle contrôlait a priori les projets numériques, ce qui est absolument impossible quand on se situe dans un environnement numérique comme le nôtre où des centaines, des millions de services numériques sont en ligne, en service, voire naissent chaque année. Et évidemment, la France n'était pas seule dans cette position un petit peu de faiblesse vis-à-vis de ce qu'on peut appeler les GAFAM, donc les grands groupes du numérique. Et c'est pour ça que l'Union européenne a décidé de se doter d'un cadre commun de protection des données personnelles de ses citoyens. Et c'est ce qu'on appelle le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données, qui est entré en vigueur dans l'espace européen il y a 2 ans et qui comporte un certain nombre d'éléments qui en font aujourd'hui le mécanisme de protection des données personnelles numériques le plus avancé du monde. Par exemple, et je vais finir avec ça, par exemple, en fait, le RGPD impose un consentement libre et éclairé de l'utilisateur. Encore, j'avais une petite slide RGPD. Le RGPD impose un consentement libre et éclairé de l'utilisateur à la collecte de ces données, ce qui rend absolument impossible et conforme ce qui s'est passé par exemple avec Cambridge Analytica. Il impose ce qu'on appelle une privacy by design, c'est-à-dire une obligation pour les services numériques de protéger directement leurs données, c'est-à-dire notamment des sanctions en cas de fuite de données, et même quand c'est un prestataire du service qui va faire fuiter ces données, ou en tout cas qui n'a pas mis en mesure les règles de protection nécessaires. Et donc, évidemment, là, ça veut dire qu'une entreprise comme Ashley Madison se retrouve totalement coincée et elle est responsable de ce qui s'est passé auprès des citoyens. Et puis, les sanctions ont été largement augmentées, sont largement plus conséquentes, parce que maintenant, on parle de 4% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise comme ordre de grandeur des sanctions. Et donc, quand vous appelez là encore Facebook et vous avez un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars par an, ça représente quand même environ 2,5 milliards de dollars de sanctions, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, la Cour de justice de l'Union européenne, quelques semaines même maintenant, a considéré invalide un accord qui lie l'Union européenne, la Commission européenne et les États-Unis et qui permettait notamment aux États-Unis, aux sociétés américaines, de déroger à un certain nombre de règles du RGPD. Et c'est un accord qu'on appelait le Privacy Shield. Et en fait, le fait que la Commission européenne ait dénoncé cet accord et dise, eh bien, en réalité, non, les entreprises américaines doivent se plier à toutes les contraintes du RGPD, eh bien, ça a suscité une réaction de Facebook qui a dit, eh bien, écoutez, soit on arrive à trouver un accord, soit nous, on va quitter le territoire européen avec nos différents services, c'est-à-dire Facebook, Instagram et WhatsApp, parce qu'en réalité, ces entreprises ne sont pas capables, dans leur modèle économique actuel, de se contraindre au fonctionnement, au fonctionnement qui est prévu par le RGPD, d'être ce qu'on appelle compliant, c'est-à-dire d'appliquer le règlement du RGPD. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en une trentaine de minutes en fait sur les enjeux de la protection personnelle et notamment sur la question des médias sociaux. Pour finir, parce que là j'ai dressé une petite histoire théorique des enjeux qui peuvent s'offrir à vous. Pour finir avec quelques conseils pratico-pratiques que vous pouvez appliquer de manière plus ancrée dans l'espace numérique. Premier conseil, la gratuité, évidemment, apportée par une entreprise privée, ça n'existe pas. Comme on dit souvent l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit, notamment si c'est proposé par une entreprise privée. Donc, ce qui veut dire que moi, je vous invite vraiment à privilégier des outils gratuits qui ne dépendent pas des grands groupes. Je vous en ai mis un certain nombre d'exemples ici. Par exemple, à remplacer WhatsApp par Signal, à remplacer Chrome, surtout Chrome, par Firefox, à remplacer Twitter par Mastodon ou à remplacer par exemple YouTube par Peertube. À chaque fois, je vous ai cité des services gratuits qui dépendent de GAFAM ou quasiment. Et là, ce que je vous montre, ce sont des alternatives qui sont libres, qui sont proposées par des fondations, qui sont
financés par des dons et qui ne dépendent pas de modèles économiques, de prédation de données ou de publicité. Ensuite, autre petit conseil, vous pouvez paramétrer, et je vous invite vraiment à acquérir une culture sur ces enjeux-là, vous pouvez paramétrer vos outils numériques pour faciliter une protection des données et faire en sorte qu'elles soient plus strictes, notamment par exemple en bloquant ce qu'on appelle les cookies tiers, en bloquant les trackers, en forçant par exemple les connexions HTTPS. Et là, je me doute bien que pour une partie d'entre vous, je vous parle un petit peu chinois, et que donc, en fait, c'est aussi mon autre conseil, c'est que, in fine, c'est important de vous acculturer, de vous former à ces objets techniques, à ces enjeux techniques, parce que de la même façon que avant de conduire, vous passez le code de la route et le permis de conduire pour vous sensibiliser aux enjeux de la sécurité routière, eh bien, sur l'espace numérique, il est important, essentiel même, de se sensibiliser aux enjeux de la sécurité, de la protection des données personnelles. Et puis pour finir, quelques petits plugins que vous pouvez installer sur votre navigateur, que ce soit Chrome, mais principalement, je vous dis là encore, Firefox. Il y a Ghostery et uBlock qui sont les deux duos avec le petit fantôme et le petit bouclier rouge que vous pouvez installer, qui vous permettent notamment de bloquer tous les trackers et également accessoirement la publicité. Vous avez Consent-O-Matic qui se trouve donc en bas à gauche, qui vous permet par exemple de faciliter le remplissage des bandeaux RGPD. Vous savez ce sur quoi vous devez cliquer pour dire oui, j'accepte ou je refuse tous les trackers qui vont s'activer sur le site et où 95% des utilisateurs cliquent sur tout accepter. Et bien là, vous avez un plugin par exemple Consent-O-Matic que vous pouvez paramétrer lorsque vous l'installez et ensuite c'est lui qui va remplir automatiquement ces formulaires. Donc vous allez juste lui laisser la main, il va faire le travail et vous reprenez la main derrière sur le site web et il a paramétré le site web pour qu'il corresponde à votre souhait. Et puis le dernier dont je voulais vous parler, c'est Minimal, un petit plugin qui en fait transforme l'esthétique des sites web sur lesquels vous naviguez pour les rendre plus minimales, c'est-à-dire en fait les simplifier, obtenir une expérience qui soit plus minimaliste du web, où en fait tout ce qui est fioriture, tout ce qui sont des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires absolument sont enlevées. Et je vous invite à le tester notamment sur YouTube et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont enlevées de YouTube. Tout ce qui va être le domaine de la recommandation, des autoplays, des tendances, ce genre de choses sont cachées pour ne vous laisser plus que la recherche et vos abonnements pour vous permettre d'avoir justement précisément une expérience minimale de ce service. Voilà, merci pour votre attention.